Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Décrit Info, ce magazine d'analyse et d'interprétation d'actualité politique et sociale. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme, selon nous d'ailleurs. D'où les slogans évocateurs de cette émission lorsque nous disons que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile parce que nous ne sommes pas des prophètes et vous n'êtes pas les fidèles de nos églises pour que vous répondiez oui et amen. Nous exposons nos propos et nos arguments étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je tiens très sincèrement à vous remercier pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Je regarde encore, vous n'arrêtez pas de vous abonner massivement. J'ai vu que vous continuez à partager nos vidéos, à les liker. Invitez vos proches, vos familles et vos amis à pouvoir s'abonner sur la chaîne CPL TV. Ça vous permettra d'avoir l'information, alors la vraie, chaque jour quand vous y allez. Vous le savez, Décrit Info, donc c'est un magazine d'actualité. L'actualité dans le pays reste dominée par cette nouvelle encore triste. Les ADF ont attaqué depuis près d'une semaine et hier encore des villages entiers dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, la société civile parle des 35 morts, des personnes innocentes qui ont été égorgées, qui ont été assassinées gratuitement en Ituri. Je viens de suivre le gouverneur de province, M. Jean-Bamani Saïdi. Lui parle de 25 morts. Il est évident ici que l'on doit regretter cet état des choses. Je me demande bien, les amis, qu'est-ce qui se passe? Moi, il m'arrive de moins en moins de pouvoir suivre les informations. C'est vrai que dans ma formation, on m'a toujours dit que l'information dérange. Lorsqu'on me faisait comprendre la différence qui existait entre la communication et l'information, je me rappelle que mon professeur de journalisme avait une expression quand il disait « la communication rassure alors que l'information dérange ». Je n'avais pas saisi à cette époque-là, moi étudiant, la pertinence de ce concept-là. Mais aujourd'hui, lorsque vous suivez les informations, et que ce soit à la radio, à l'étranger ou ici, lorsqu'on parle du Congo, vous avez votre fibre patriotique qui brûle et vous vous demandez exactement qu'est-ce qui se passe. J'ai peur de suivre les informations concernant mon pays parce que la situation n'est pas bonne. Pendant que nous sommes en train de nous rentrer dedans, ici à Kinshasa, pendant que les gens sont en train de tergiverser pour modifier la loi électorale, pour passer, je ne sais pas moi, d'un tour vers une élection indirecte pour l'élection des présidents de la République, des pans entiers, des parties entières de mon pays sont à feu et à sang à ce moment ici. Et les amis, l'on ne peut pas comprendre comment dans un pays sérieux, qui a des autorités, qui a des services de renseignement, la police, l'armée, ça fait quelques mois que le phénomène ADF est en train de se délocaliser. La société civile a parlé ce matin sur Top Congo. Ils ont lancé les messages d'alerte attirant l'attention des autorités. Les ADF qu'on connaissait dans la province du Nord Kivu, je ne sais pas s'ils sont en train de se multiplier ou ils ont plutôt décidé de faire une délocalisation parce qu'aujourd'hui, le phénomène est en train de sévir dans la province de l'Ituri. Où sont nos services de sécurité? Où est l'armée? Où est la police? Nous sommes en droit de nous poser des questions. Jusqu'où ce phénomène de massacres et de tueries va persister dans l'Est de la République démocratique du Congo? Et ce qui frappe, les amis, c'est l'inconscience. C'est l'irresponsabilité que nous avons, nous tous. Et surtout, quand vous suivez les débats politiques ici à Kinshasa, vous avez l'impression que les gens se sont détournés de ce qui est important. Des questions liées à l'amélioration des conditions de vie de la population, des conditions de sécurité, de la sécurisation de nos frontières, passe au second rang. Aujourd'hui, le débat, le focus, il est plus sur le plan politique. À côté de ça, vous avez la Mouka qui dit, Martin Fayoulou qui dit, mettre en accusation, les autres qui répondent, le FCC a dit, le cash va répondre. Nous sommes loin de nous concentrer sur
les priorités, ce qui est important. On est en train de tourner vers la périphérie. Parfois, nous aussi, journalistes, je ne suis pas fier du travail que nous faisons, parce que nous n'aidons pas le pays en relayant et en donnant nos plateaux pour des débats qui ne nous font pas avancer. Je n'accuse personne, je suis en train de nous accuser, nous tous. Il est temps que les bons esprits s'éveillent et se réveillent pour que nous puissions travailler au fin de permettre à ce pays de redécoller. L'actualité, c'est donc aussi Martin Fayulu et Théodore Ngoy qui ont été convoqués, vous le savez, par le parquet général ici à Kinshasa. Une convocation qui a couru et après on nous dit que le parquet ne reconnaît plus cette convocation-là. On parle d'un fake news. Mais Théodore Ngoy et Martin Fayulu persistent et signent et disent que le parquet s'est plutôt rétracté. Et que la convocation selon Théodore Ngoy était venue par des agents qui ont même décliné leur numéro matricule, des agents qui sont engagés par le parquet et qui sont engagés par l'État congolais. J'ai même entendu Théodore Ngoy dire qu'il va porter plainte. Ici, je voudrais dire 2 ou 3 petites choses. D'abord, exprimer mon indignation et mon incompréhension par rapport à la convocation de Martin Fayulu et de M. Théodore Ngoy. Vous avez lu le tout dernier rapport de Human Rights Watch, où on nous a expliqué que depuis le mois de janvier, le régime de Félix Antoine Tshisekedi est en train de subir certains reculs dans le domaine des libertés essentielles, dans les domaines des droits de l'homme. Human Rights Watch a répertorié un certain nombre de cas portant violation des droits fondamentaux de l'homme. Monsieur le Président de la République, Monsieur Ducache, faites très attention pour ne pas retomber dans les erreurs que les gens ont critiquées à l'époque de Kabila. Quand vous lisez ce tout dernier rapport de Human Rights Watch, vous pouvez vous poser des questions sur ce que nous sommes et où nous allons exactement. Je ne pense pas que dans le cadre de l'exercice de son travail d'avocat, Théodore Ngoy, qui défend le juge Ubulu et Kilomba, dit que le président a violé la Constitution, que le président doit être mis en accusation. Si nous sommes dans un état où le fait de dire ça peut amener quelqu'un devant la justice, alors là, nous sommes nous-mêmes en train de tordre le cou à l'état des droits, l'état des droits, l'état de démocratie, qui ont entre autres principes majeurs la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Je ne voyais pas pourquoi Martin Fayulu et Théodore Ngoy devaient se retrouver devant un magistrat pour avoir dit que le président de la République a violé la Constitution, pour avoir dit que le Parlement doit mettre le président en accusation. Les amis du cash, faisons un effort. Évitons de donner l'impression que nous avons un président de la République qui a des élans dictatoriaux. Ce n'est pas bon. Je me vois dans l'obligation de rappeler aux uns et aux autres que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est issu de l'école de Tien Tshisekedi Wamulumba. Cet homme qui a sacrifié 37 ans, toute sa vie pratiquement, à la recherche d'un État véritablement de droit et à l'implantation de la démocratie dans ce pays. Si les gens doivent aller répondre devant les parquets pour avoir dit que le président de la République a violé la Constitution, ou pour avoir dit que le président de la République doit être mis en accusation, moi, à l'intérieur de moi-même, je pleure et je saigne. Heureusement qu'après, on nous dit que ce n'était qu'un fake news. Je me réjouis de cela parce que j'étais mal à l'aise d'apprendre que Martin Fayulu et M. Théodore Ngoy devaient aller au parquet seulement parce qu'ils ont mis en cause le président de la République dans la nomination, dans les ordonnances portant nomination des nouveaux juges et des nouveaux magistrats, mais aussi parce qu'ils ont dit que le président de la République devait être mis en accusation. Les amis, aujourd'hui, je voulais qu'on partage une situation, c'est cette affaire où le FCC est en train de se préparer pour que nous passions d'une élection au suffrage universel pour l'élection du président de la République vers une élection indirecte. Vous l'avez certainement suivi avec notre ami, notre grand frère, l'ancien Jack Bauer de la province du Kasaï oriental, M. Alphonse Ngoï Kassaji. Cet homme qui a dirigé la province du Kasaï oriental pendant 12 ans,
qui n'a pas un bilan réluisant lorsque vous parlez avec les Kassaïens. Je l'ai entendu proposer désormais que nous puissions passer d'une élection à suffrage universel vers une élection à suffrage indirect lorsqu'il faut voter le président de la République. C'est son droit le plus légitime. Nous ne pouvons pas, dans un pays démocratique, refuser que certains de nos enfants puissent alléguer des choses ou puissent donner leur point de vue. C'est un point de vue que je respecte. Mais je voudrais ici qu'on parle de cette situation-là. Les amis, en réalité, c'est une machination mise en place par la Kabylie, par Joseph Kabila lui-même, pour préparer son retour, soit lui-même, soit un homme de son obédience au pouvoir. Le tout a commencé d'abord par cette histoire où il fallait mettre en accusation le chef de l'État. C'est parti de cette histoire de congrès à la veille, ou plutôt au lendemain, des ordonnances portant état d'urgence signé par le président de la République, lorsqu'Alexis Thambwe Mwamba a décidé de corriger, faussement d'ailleurs, en disant que le président n'avait pas le droit de lancer l'état d'urgence sans demander l'autorisation du Parlement et qu'il fallait absolument que le Parlement se retrouve à congrès au fin d'autoriser le chef de l'État de prendre cette ordonnance. On a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Après, ça a été démontré que derrière cette idée d'un congrès, il y avait une autre idée saugrenue, c'est plutôt celle de mettre le président de la République en accusation. J'ai ici démontré que c'est un épouvantail que Kabila est en train d'agiter pour faire peur à Félix Antoine Tshisekedi. Lorsque vous lisez la loi, nulle part, que ce soit la Constitution, que ce soit les lois de la République, donne la possibilité au Parlement de pouvoir mettre en accusation le président de la République. Le Parlement, où Kabila a une majorité mécanique, ne peut pas se réveiller de lui-même et dire « Nous avons décidé, nous allons mettre le président en accusation », comme l'a dit d'ailleurs Janine Mabunda. La mise en accusation du président de la République est une procédure judiciaire, essentiellement judiciaire et non pas parlementaire. Le Parlement intervient pour accepter la mise en accusation sur demande du procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est ce que la loi dit, c'est ce que la Constitution dit. Le procureur commence par demander l'autorisation de poursuite au Parlement. Une fois que l'autorisation lui est accordée, il ouvre les enquêtes préjuridictionnelles pour entendre le président de la République. Si après ces enquêtes-là, il se forge une opinion démontrant, ayant une conviction que le chef de l'État a fauté, c'est à ce moment-là qu'il demande l'autorisation de mise en accusation du président par le Parlement réuni en congrès. Et une fois que cette autorisation lui est accordée, il peut à ce moment-là envoyer une requête aux fins d'affixation de l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour un éventuel procès contre le président de la République. C'est faux et archi faux de nous faire croire aujourd'hui que Kabila peut se réveiller d'un bon matin de lui-même, dire majorité mettez en accusation le président de la République. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire et la loi ne l'autorise pas. Les choses doivent être claires là-dessus. Donc, ce processus a commencé comme ça. Et LibreAfrique.com a publié un article, je vous demande d'ailleurs de lire cet article-là, dans lequel il explique la décision du FCC de pouvoir passer d'une élection à suffrage universel vers une élection à suffrage indirect. En fait, en réalité, il y a une certaine panique qui s'observe chaque jour qui passe dans le rang des Kabila et dans le rang du FCC. D'abord, on tente un coup d'État en parlant de la mise en accusation passant par le Congrès. Après, on organise une autre affaire que le président de la Cour constitutionnelle, M. Luamba, va vendre la mèche au pot du président de la République. Maintenant, l'objectif est simple. Je vous ai dit lors de ma dernière prestation, l'objectif est de créer un collectif pour isoler Félix Antoine Tshisekedi parce que l'objectif de Kabila est clairement affiché, récupérer le pouvoir. Ils se disent que l'homme qui est aujourd'hui président de la République commence de plus en plus à s'émanciper. Tout le monde ne l'attendait pas. Il a fait des réaménagements au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, Félix a bougé les pions en mettant de côté un homme aussi puissant comme John Numbi, par exemple.
Ça a créé une panique parce que le régime était un régime des intouchables à l'époque de Kabila. Il y a des gens qui pensaient que même s'il y a un autre président, mais c'est notre pouvoir à nous, nous sommes intouchables. Mais bouger aujourd'hui John Numbi, ça a quand même amené à se poser des questions. Et par-dessus tout, on va arrêter le major Christian Ngoy, cité dans l'assassinat de Floribert Chebeya, qui vivait paisiblement pendant tout le temps à Lubumbashi, protégé par son mentor John Numbi et protégé par le régime de Kabila. Ça a commencé à faire poser des questions. Donc, les puissants se sont sentis menacés. Ajouté à ces réaménagements au sein de l'armée, le réaménagement de la justice. Aujourd'hui, Kabila, qui comptait sur sa présence au niveau de la Cour constitutionnelle, a vu son pouvoir être fragilisé parce qu'il n'a plus le contrôle total de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Il faut passer à d'autres étapes, notamment l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et Africa, Libre Afrique, écrit un article dans lequel il nous révèle les nœuds du problème. Le nœud du problème, c'est qu'aujourd'hui, on est allé toucher à un endroit sensible, c'est-à-dire à la poche sur le plan économique. Le journal révèle que plus de 500 conteneurs de la société Égale appartenant à Marie-Olive Lembe Kabila, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Libre Afrique qui l'ai dit, appartenant à Marie-Olive Lembe Kabila, ancienne première dame de la République, se trouverait aujourd'hui bloquée au port de Matadi et au port de Boma. C'est Libre Belgique qui le dit. Libre Afrique, je crois. D'ailleurs, j'ai vu un article qui reprend d'ailleurs la défense d'Égale. Je voudrais que l'on soit logique, qu'on ne dise pas ceci. Je parle de Libre Afrique, je parle aussi de la réaction d'Égale. Un article qui a été publié par congovirtuel.org qui revient sur l'affaire. Il dit notamment non fiscal donne à l'efficacité octroyée en violation de la loi. Cet article, il parle donc de l'article de Libre Afrique, a depuis été relayé dans les réseaux sociaux par certains médias, déclenchant un boom d'attaques inouïes contre Marie-Olive Lembe Kabila, présentée comme propriétaire de la société Égale. Ce qui est faux, vu que cette entreprise appartient aux Congolais rares. Donc ici, Égale est en train de contester. Les autorités d'Égale disent que la société Égale n'appartient pas à Marie-Olive Lembe Kabila. Le but inavoué de toutes ces campagnes, partant de l'exploitation politicienne des rumeurs attribuées à la société Égale à Olive Lembe Kabila, et que l'IGF soit porté de diligenter des enquêtes. Mais Libre Afrique a dit que la société Égale appartient à Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Ici, Égale conteste. Mais Égale a quand même à sa tête un PCA qui s'appelle Albert Yuma. Et on n'a pas besoin de porter des lunettes pour savoir que Yuma, c'est un des bras droits de Joseph Kabila. C'était un des piliers, surtout sur le plan financier du régime de triste mémoire de Kabila. Peut-être que les gens font les liens en voyant la tête de Yuma à la tête d'Égale. Mais lorsque vous regardez la situation d'Égale, vous donnez raison au pasteur Mukuna. Lorsqu'il vous dit que ce régime de Kabila était un régime basé sur la recherche des intérêts personnels et individuels contre les intérêts collectifs. Égale et leur propre société à eux. Il a aujourd'hui le monopole de vivre sur le marché. Orgaman et Koufi. Mukuna vous l'a dit. Quand vous prenez les parcs, nos parcs nationaux, Virunga, Maïko, tout ce que vous avez comme parc là, Kundelungu et les autres parcs que nous avons dans le pays, ces parcs aujourd'hui sont des refuges à ciel ouvert de groupes armés. Le seul parc qui fonctionne correctement aujourd'hui et qui brasse des milliers d'argent, c'est le parc Kingankati de Joseph Kabila. L'État perd tout au profit des individus. Le port de Matadi, il y a des problèmes, le port de Boma a des problèmes. Ils ont créé leur propre port privé. Il est allé inaugurer en pompe ici le bateau Kokolo. Ça, je n'oublierai jamais. Le signal de la RTN s'est tout coupé en direct. Si Sabi Dimbu va inaugurer le bateau Kokolo. Où est le bateau Kokolo aujourd'hui? Le seul vrai bateau luxueux que nous avons, c'est celui que Kabila lui-même s'est fait construire à Kalemi, là où son frère est gouverneur.
On détruit la collectivité. On détruit les biens collectifs au profit des biens individuels. C'est ça le régime de Kabila. C'était ça le régime de Kabila. Tout ce qui appartient à la collectivité est down aujourd'hui. Allez voir l'hôpital, non? L'hôpital qui est à côté de l'hôpital des cliniques d'Alima. Regardez Mama Emo. Nos hôpitaux sont down. Pendant ce temps, c'est en pompe qu'on va aller inaugurer un hôpital à Bibois qui appartient à des individus. Alors que l'État n'en a pas. Et là-bas, on dit qu'il y a tout. Ils ont un service d'imagerie pas neuf là-bas. Les hôpitaux de l'État sont down. Mais leurs propres hôpitaux sont excellents. C'était ça le régime de Kabila. Donc, Libre Afrique a démontré que en touchant sur égal, on a touché au centre névralgique de la Kabylie, c'est-à-dire l'argent. Parce qu'on réclame aujourd'hui à égal de payer, selon cet article-là, des sommes dues à l'État depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et l'article parle de plus de 800 millions de dollars américains, messieurs. 800 millions de dollars américains, c'est l'ensemble des réserves en devises que nous avons aujourd'hui à la Banque centrale du Congo. Et ça crée des problèmes. Et à partir de ça, la Kabylie a dit, c'est un crime de lèse-majesté, il faut faire attention. C'est comme ça qu'ils sont en train de mettre en place ce projet, les amis. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de mettre en place ce processus, le gars. Voir dans quelle mesure recruter les gens au fin d'isoler Félix Antoine Tshisekedi, passer d'une élection à suffrage universel direct pour un président de la République vers une élection à suffrage indirect où le président est élu au Parlement. Ngoïka Sanji avance un certain nombre d'arguments. Il parle notamment des moyens. Il dit que la présidentielle nous coûte cher. Mais c'est faux, les amis. Une élection à suffrage indirect pose deux problèmes à mon point de vue. D'abord, la question de la légitimité. Vous aurez un président de la République qui est élu par 500 personnes. Et ne soyons pas amnésiques, l'histoire nous apprend. Qu'est-ce que ça signifie les élections indirectes ici dans ce pays? Posez la question aux gouverneurs des provinces qui sont aujourd'hui des produits de marchandage des assemblées provinciales. Les assemblées provinciales ne fonctionnent pas. Ils sont là à pomper l'argent auprès des gouverneurs. Vous osez parler, ils vous balancent une motion de défiance. Mais pour devenir gouverneur aujourd'hui, posez la question aux gouverneurs. Combien ils ont payé aux députés provinciaux? Combien ils se font marcher? Posez la question aux sénateurs. Vous avez même vu dans ce pays que le président de la République avait suspendu l'installation du Sénat à cause de la corruption. L'UDPS, 12 députés provinciaux, alors qu'il en fallait 4 pour avoir un sénateur. L'UDPS aujourd'hui n'a pas de sénateur au Sénat, alors qu'ils ont 12 députés provinciaux. L'argent a circulé, la corruption était le moteur de ces élections-là. Les élections à suffrage indirect dans ce pays nous a démontré qu'on ne pouvait pas compter sur nos élus. C'était déjà immoraux qui plaçaient l'argent au devant de la scène. Aujourd'hui, on va nous dire, d'abord, ils ont enlevé le 2 tours à 1 tour. Là aussi, ils ont évoqué des raisons d'argent, c'était faux. Kabila savait, en 2011, qu'il y avait tout ce qu'on te disait ici, tout ce que les gens ont dit, TSF, tout sauf Kabila. C'est-à-dire, tous les candidats étaient unanimes. Nous allons, de manière disparaître au premier tour. Et c'est lui de nous qui arrivera au deuxième tour contre Kabila. Il y aura une alliance, tout sauf Kabila, qui va se former contre Joseph Kabila. Et par peur de perdre les élections en 2011, c'est comme ça que Kabila va imaginer cette histoire en supprimant le deuxième tour. Lui, il a été élu avec moins de 50%. Le président que nous avons ici a été élu avec moins de 50%. En supprimant le deuxième tour, Kabila nous avait déjà privé d'avoir des présidents qui ont une certaine légitimité. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, ils évoquent encore des situations d'argent en disant que nous devons avoir une élection à suffrage indirect. La réalité, c'est que Kabila
qu'à l'heure actuelle, des élections organisées en toute régularité, normalement, il n'a aucune chance de revenir dans ce pays parce que c'est un homme vomi, c'est un homme honni. Il faut trouver des stratégies pour permettre à cet homme qui a détruit le pays pendant 18 ans de revenir. C'est ça l'objectif. C'est ça son objectif. Parce que lorsque Moïka Sanji nous dit que c'est pour des raisons d'argent, je rappelle à Ngokas que les élections présidentielles et les élections législatives dans ce pays sont organisées le même jour. Si vous enlevez les élections présidentielles et que vous gardez les élections législatives, mais pour faire les élections législatives, on a besoin d'argent. Or, la même somme d'argent dépensée pour faire les élections législatives peut également nous permettre d'avoir des élections couplées en y ajoutant la présidentielle. Donc, c'est une manœuvre dilatoire pour détourner l'attention et permettre à Kabila de revenir dans ce pays. C'est que les Congolais n'accepteront pas. Nous aurons donc un problème de légitimité si on accepte aujourd'hui que notre président de la République soit élu par une élection à suffrage indirect. Ce n'est pas possible et ce n'est pas une bonne chose. Ceci est tout simplement une autre preuve d'une manœuvre que Kabila est en train de mettre en place pour revenir au pays. Ceci m'amène d'ailleurs, les amis, à lancer cet appel pathétique. À tous les Congolais, partout où vous êtes, les Congolais épris d'épée qui aiment ce pays, à un moment donné devant les intérêts de notre pays, les seuls biens que nous avons en commun, nous devons apprendre à taire nos divergences afin de regarder dans la même direction. Aujourd'hui, la patrie est en danger, le pays est en danger. Que l'on soit de la Mouka, de l'UDPS, de qui que ce soit, et même du FCC, nous devons placer en avant-plan les intérêts de notre pays à la place des intérêts de ces hommes. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et son bilan est catastrophique. Ça sera une grosse erreur que cet homme revienne au pouvoir ou qu'il réussisse par des manœuvres dilatoires à faire revenir un des sbires au pouvoir. Il faut absolument que nous puissions nous lever pour lui barrer la route. Quel que soit ce que nous devons faire, il faut barrer la route aux manœuvres de Kabila afin que cet homme qui nous a fait souffrir ne revienne pas au pouvoir. C'est urgent et c'est une question de vie ou de mort. J'ai été heureux de présenter cette émission, mes amis. Et j'espère que le message pathétique que je vous ai lancé va toucher vos cordes, va toucher vos cœurs et va faire parler la fibre patriotique que chacun de nous a en lui. Il ne me reste plus qu'à vous demander de très bien vous porter et surtout de très bien prendre soin de vous. Bonsoir et à la prochaine.